première version, puisque nous aurons évidemment d'autres versions pour suivre un petit peu quels sont les rapports entre les grands groupes et puis les startups qui sont spécialisées en intelligence artificielle dans l'expérience client. Donc, suivez bien ce qui va se passer à la FRC. Ce n'est pas le dernier, on en reparlera tout à l'heure. Alors, bonjour Michael. Michael va commencer peut-être à nous parler justement de ce livre blanc et de nous le présenter avec ses relations grands groupes et start-up au service de l'expérience client. Et puis, au fil de l'eau, nous aurons aussi les commentaires de François Soulier. Et vous avez la possibilité de nous poser des questions, comme à chaque webinaire, vous le voyez. Vous pouvez le faire au fil de l'eau. Et puis, ou bien on prend du temps à la fin, ou bien on profite de vos questions pour interrompre les deux participants, les deux intervenants, pour justement traiter vos problématiques et vos demandes. Je remercie avant tout ceux qui nous ont permis de réaliser ce livre blanc, donc des grands groupes comme Bouygues Télécom, La Poste, qui ont été interrogés dans ce livre blanc, mais aussi des startups. Je vais citer Qualys, je vais citer Momentech et puis Botfuel. Et on sait qu'actuellement, elles sont très sollicitées pour les bots, pour justement traiter les gros flux d'appels qui arrivent sur l'ensemble des membres de la FRC. Alors, Michael va commencer à nous présenter les principaux enseignements de ce livre blanc. Et puis, on va, au fil de l'eau, pouvoir converser, dialoguer ensemble. Michael, tu as la parole. Merci beaucoup, Eric. Merci pour cette présentation. Donc, je vais vous parler de ce livre blanc qui est le fruit d'un travail de longs mois réalisé avec tous les partenaires qu'a cité Eric. Donc, dans un premier temps, je vais vous dire pourquoi on a fait cette étude. Je pense que c'est toujours intéressant de se poser les questions amont. D'abord, nous, en tant que cabinet de conseil, on accompagne les grands groupes dans leur transformation. Donc, on est parti de ce besoin de se transformer. Ensuite, on est allé vers les questions stratégiques. Par où dois-je commencer? Sur quel chantier sont mes transformations? De quelles briques technologiques ai-je besoin? Donc, toutes ces questions amont-là. Et ensuite, on a cadré notre étude sur un périmètre bien clair qui sont: est-ce que mes pairs ont déjà éprouvé une solution? Les solutions donc, qui ont les compétences techniques ou les solutions technologiques dont j'ai besoin, et que me recommandent-ils? Et c'est justement là où on va vous présenter une cartographie qualitative qui a été réalisée dans le cadre de cette étude. Alors voilà, tout est fait. Ouais, et ensuite, pardon, je faisais juste un petit réglage. Et ensuite, un autre sujet assez important dans l'étude, c'est non seulement la cartographie, les solutions recommandées, mais d'autre part, c'est aussi quand je lance un projet de transformation avec une startup, comment je fais pour m'assurer du succès du projet, au-delà de la solution technique que je vais chercher, comment je réussis ma transformation. Est-ce que vous voyez bien les slides quand je les passe? Non, pas encore. Non, moi je ne vois pas de slide du tout. Voilà, là j'en ai tourné la première là. Je ne vois rien. Voilà, là il y a la slide de PMP, je ne sais pas si vous la voyez. Non, pas de slide. Yes, bravo. Voilà. Si tu peux aller au slide numéro 6, s'il te plaît. Alors je vais à la numéro 6. Voilà. Là, je suis sur la 5. Je fais ça très bien. Tu vois. Très bien. 6. Voilà, on a les belles images pour commencer, c'est parfait. Et clairement, pour vous présenter donc les objectifs de l'étude. Donc les objectifs de l'étude, ils sont clairs, il y en a 3. Le premier, c'est un partage d'expérience, un partage entre pairs pour savoir qu'est-ce qui a fonctionné. Un éclairage aussi pour choisir le bon partenaire. Et enfin, une envie, c'est une envie qu'on a envie de partager aussi dans le cadre de ce livre blanc, une envie de se lancer, et encore plus dans la situation actuelle, une envie de se lancer dans un projet de transformation. Tout à fait. Je crois que ça c'est très très important, ce slide-là. Dans la situation actuelle, on voit bien que on est tous en confinement, on va tous sortir du confinement, et là, la situation va être difficile, tendue, avec beaucoup de sociétés qui seront dans des situations économiques pas faciles du tout, et que pour bien repartir, il va falloir repartir vite, parce qu'on s'est arrêté pendant 2 mois et que ça a quand même un impact sur la bottom line. Et donc, pour repartir, il va falloir absolument s'appuyer de façon aussi
fort que possible sur les partenariats qu'on a développés et sur les partenariats où ça a bien marché. Donc, tous ces partenaires que vous avez eus, dans lesquels vous avez eu des projets qui ont été réussis, le moment de la réouverture ou de relancement après le confinement, ça va être vraiment fondamental. Et tout ce qu'on a dit à l'époque, quand on a écrit ce livre blanc, c'était vrai à l'époque, mais alors là, ça va être encore plus vrai. Et je crois que cet aspect Covid nous montre en fait que les fondamentaux sont toujours là, mais j'ai envie de dire, ils sont encore plus là, quoi. Michael, d'accord. Oui, tout à fait. Et on a vu ces besoins s'accélérer. Alors, juste un point peut-être méthodologique, c'est un peu le contexte aussi. Il y a plusieurs études qui sortent. On va bien donner un mot à la méthodologie. Donc, la méthodologie, donc c'est plus une observation qui a été réalisée. Donc, on est allé à la rencontre de dirigeants. D'abord, dans le cadre d'une enquête quantitative, on a lancé un questionnaire avec 63 réponses. Parmi ces répondants, on a eu 7 dirigeants qui ont accepté de partager leurs expériences, de partager les projets qu'ils ont menés. Dans les 63 répondants à l'enquête, il y avait ces 7 dirigeants qu'on a rencontrés, mais il y a aussi toutes les solutions qui ont été citées. Donc, elles sont au nombre de 26 que vous retrouvez dans la cartographie. Donc, vous imaginez que certains répondants ont cité la même solution. Et ensuite, on ne s'est pas seulement arrêté aux dirigeants qui ont été rencontrés, mais aussi on s'est concentré avec les fondateurs de start-up pour que eux aussi nous donnent les clés du succès des projets, des moyens qui ont été mis en œuvre pour justement permettre à ces projets-là d'aller vers le succès. Et donc voilà, vous trouvez ici cette cartographie. Elle est qualitative, ça veut dire que ce sont les dires d'experts, ce sont vos pairs qui ont permis de réaliser cette cartographie. Je vous laisserai aller dans le détail dans le livre blanc, à la lecture du livre blanc qui est téléchargeable sur le site de la FRC. Le point ici qui nous a été cher, c'est de ne pas se pencher sur une cartographie exhaustive, vous savez, les grandes cartographies qui listent des centaines de solutions, mais plutôt sur une cartographie qualitative où sur chacun des axes, on a identifié les quelques solutions qui ont été citées par les dirigeants parce que justement, elles ont montré par rapport à d'autres des succès qui ont été menés. Et aussi, je voudrais dire que ces solutions-là, en tout cas ces solutions qui sont citées là, ce ne sont pas seulement pour des raisons techniques ou technologiques qu'elles ont été citées ici, mais aussi pour la qualité des équipes qui ont permis au projet de bien se réaliser. Donc, on va aller sur les résultats clés. Donc, vous avez vu la cartographie. On a des solutions qui se rassemblent sur 2 sujets. Donc, en très grande majorité, les solutions qui ont été citées sont des solutions de gestion des interactions et des solutions de valorisation des interactions. Donc, de gestion des interactions, notamment avec des technologies d'intelligence artificielle, pour comprendre le langage naturel, pour la reconnaissance faciale et vocale, pour le traitement des demandes, et j'en passe, il y en a plusieurs autres, mais à chaque fois, ça regroupe des gestions d'interactions. Ça permet aux clients d'avoir une réponse rapide, une réponse précise, une réponse efficace, et ça permet aux collaborateurs de se concentrer sur les cas les plus complexes. Et donc là, nous, ce qu'on tire, et ce que les dirigeants nous ont dit dans le cadre de ce retour d'expérience, c'est que l'IA ne permet pas de faire mieux, elle permet de faire différemment. Elle permet d'apporter plus de valeur, non seulement aux clients, mais aussi aux collaborateurs. Et les autres solutions qui ont été citées, la majorité dans le cas de valorisation des interactions, donc là, on est vraiment dans la valorisation de la data, parce qu'une interaction est une donnée, peu importe la forme qu'elle a, qu'elle peut être vocale ou écrite. Et on voit en fait qu'on arrive à un close the loop, ça veut dire à fermer la boucle d'amélioration continue pour que chaque interaction permette d'améliorer le parcours et que chaque interaction permette de valoriser, en étant valorisée, permet d'améliorer le parcours. Donc, on a un retour client, une action corrective sur l'expérience délivrée, même des fois sur la stratégie de recrutement ou de formation des collaborateurs. Oui, tout à fait. Ça, ce constat-là, Michael, effectivement, donc la relation client, bien sûr, c'est des interactions avec ces 2 aspects très fondamentaux. Ce qu'on voit en ce moment en particulier,
c'est que la gestion des interactions, c'est devenu vraiment un problème majeur, c'est-à-dire qu'on est en train de se parler en ce moment en face à face, sauf que non, sauf que c'est à travers un nouveau canal, quelque part, qui est en train de sortir, qui est ce canal de communication directe, sans être direct, tout en étant malgré tout. Et donc, ce canal-là, il a émergé là en ce moment à cause de la crise, mais je pense personnellement que ça ne va pas disparaître. C'est-à-dire qu'on a pris un certain nombre d'habitudes malgré tout. On voit un certain nombre de situations où la relation avec le client doit se faire d'abord au début, en particulier quand on ne se connaît pas bien ou quand on prend connaissance en face à face physiquement, mais qu'ensuite, moi, je ne me vois pas, dans les mois qui viennent, reprendre toutes mes réunions en face à face. Donc, je crois que cette gestion des interactions, elle est dans la période où on vit en ce moment, elle est en train de nous faire émerger un nouveau canal où justement l'IA aura, je pense, de plus en plus d'intérêt. Peut-être que ça nous permettra de faire mieux, en fait. C'est-à-dire que dans la gestion de l'interaction, il y a effectivement la compréhension du langage naturel, mais il y a des étapes ensuite sur la compréhension du sentiment, l'analyse des intonations, des choses que normalement, comme tout être humain, on est bien entraîné à faire, mais que l'IA aussi est en train de se développer sur ces aspects-là. Donc, je pense que ces deux volets-là vont être renforcés encore par la crise actuelle et cette gestion, valorisation des interactions va nous permettre, au-delà de la crise du Covid, en fait, d'inventer des nouvelles choses et des nouveaux moyens de travailler ensemble, quelquefois à distance, mais en se voyant et en se parlant, et quelquefois en face à face, toujours en communiquant. Ce que tu es en train de dire, Françoise, c'est que, si je peux me permettre, c'est qu'on va transformer, on va peut-être changer aussi nos modes d'interaction. On va peut-être réinventer de nouveaux modes parce qu'on s'est habitué aujourd'hui. Je prends l'exemple d'Intermarché de la semaine dernière. Ils se sont aperçus que s'ils arrivaient à utiliser des bots et un IA qui comprenait les questions les plus récurrentes pour passer des commandes, par exemple dans l'alimentaire, ils pouvaient ensuite se concentrer et prendre des conseillers mieux formés pour pouvoir traiter des personnes fragiles en difficulté et donc de changer le mode d'interaction et que ça se fera de façon plus durable. On s'habituera en fait à ces nouveaux modes d'interaction et l'IA enfin trouvera peut-être des usages qui correspondent bien à ce qu'elle peut faire quoi, en puissance. Tout à fait, Eric. Je pense qu'en fait, on n'est qu'au début de l'IA. En recherche, ça existe depuis 30 ans, certes, mais dans le déploiement, c'est des choses qui sont relativement récentes. Et donc, on est loin d'avoir exploité tout ce qui est possible avec l'IA. Dans ce que tu as dit, moi, je vois deux sujets. Le premier sujet, c'est ce qu'on appelle souvent le travailleur augmenté, le travailleur hybride, bon, c'est-à-dire le travailleur qui sait qu'il a une IA à côté, qui lui tient la main dans les tâches les plus pénibles, les plus lourdes, les plus répétitives, les plus ennuyeuses, etc., de façon à ce que lui puisse se dédier à des choses à valeur ajoutée plus fine. C'était ton exemple tout à l'heure où l'IA allait faire le tout venant, le bot allait faire le tout venant, mais lui va faire les tâches les plus significatives. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne. Les gens vont devoir apprendre à travailler avec l'IA de la même façon que, autrefois les couturières faisaient tout à la main et puis un jour elles ont une machine à coudre. Il n'empêche qu'une couturière, elle ne fait pas tout avec la machine à coudre, donc ça va être un peu la même problématique. Et puis l'autre volet, c'est le fait que l'IA va pouvoir délivrer des nouveaux services. Je citais juste tout à l'heure le cas de l'analyse de sentiments, comme on dit. Dans une relation, si vous avez une personne âgée au bout du fil, et que c'est un bot qui prend cette communication-là, peut-être que c'est bien, que la personne âgée va être contente, mais peut-être aussi qu'on peut détecter dans la voix de la personne des intonations, des espèces de petites choses assez subtiles qui vont dire « attention, déconnectez le bot et mettez un être humain tout de suite ». Donc il y a tout un tas de fonctionnalités encore que l'IA va être appelée à
à déployer quelque part uniquement sur l'interaction. C'est-à-dire que l'IA va pouvoir comprendre quand il faut faire un pas en arrière et mettre un humain à la place. Je pense que ça va être très important, ce qui va nous amener en fait à transformer les processus de travail, la façon même dont nous travaillons. Dans un centre d'appel, on pourrait dire, en fait, il va falloir redéfinir, il y a une IA qui fait ABCD, il y a un être humain qui va faire le reste, mais de temps en temps, l'IA ou l'humain d'ailleurs va être capable de rebasculer sur un autre. Ça devient un autre travailleur dans le groupe des gens qui sont là et chacun doit apprendre à se passer la main en fait. C'est ça qu'on ne sait pas encore faire bien. Le collaborateur va devoir apprendre à travailler avec l'IA. Pour rebondir juste sur ton sujet, parce que ce matin, nous avons été appelés à la FRC, alors pas par les couturières, mais les couturières vont faire des masques, mais par les villes. Voilà. Les villes en France, justement après les annonces d'Édouard Philippe, on est en pleine actualité, vont devoir traiter des centaines de milliers d'appels des Français pour pouvoir savoir où ils peuvent justement se procurer ces masques. Et je pense que les bots et l'IA va forcément aider ces villes à traiter ces appels. Et je laisse Mickaël continuer dans sa présentation. Oui, on a interrompu beaucoup Mickaël à bavarder comme ça. Mickaël. Non, pas du tout. C'est passionnant de vous écouter. Même après avoir rédigé cette étude, j'en apprends encore. Là, on va aller sur un autre sujet. Donc, on disait que justement, ce sont des compétences, ce sont des solutions techniques qu'on va aller chercher. Donc là, on parlait de gestion des interactions et de valorisation des interactions. Mais c'est aussi surtout des modes de fonctionnement. Comment on va aboutir, comment le projet va accoucher justement pour obtenir plus de valeur ajoutée. Et c'est des témoignages. Donc ici, il y en a deux, mais vous verrez, il y en a plein dans le livre blanc, je vous laisse le lire, où on voit que finalement, au-delà de cette solution technique-là, les équipes qui ont accueilli des startups dans ces projets de transformation-là ont compris que si elles ne faisaient pas évoluer leur mode de fonctionnement, le projet n'allait pas aboutir. Et même si au niveau technique on est prêt, au niveau organisationnel on est prêt, au niveau contrat on est prêt, tout est prêt pour accueillir cette solution, si on ne change pas nos modes de fonctionnement, le projet ne pourra pas aboutir. Donc là, c'est au printemps Haussmann, on voit que vraiment il y a du temps qui a passé. Et là, j'imagine que parmi ceux qui nous écoutent, ça résonne beaucoup parce que c'est vrai que les temps de validation, les temps de process, etc. étaient allongés. Tout le monde aujourd'hui, en tout cas de ce qu'on entend nous chez nos clients, c'est qu'on s'est mis en mode très réactif, très agile pour pouvoir faire en sorte que chaque décision prise puisse faire ses effets tout de suite, dans l'immédiat. Mais là, ce qu'on peut tirer de ce livre blanc-là, c'est que le fait de travailler avec des startups, de travailler avec d'autres modes de fonctionnement, permet justement de faire diffuser au sein de l'entreprise, au sein de l'organisation, d'autres modes de fonctionnement qui permettent d'aller plus vite et d'être beaucoup plus efficaces. Je profite juste pour dire, n'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau, on les prendra et on peut les traiter pendant que nos deux intervenants parlent. Hein. Posez vos questions. Je pense que ce sujet-là, il est particulièrement important dans notre situation actuelle. À nouveau, si je reviens à ce qui va se passer là dans 15 jours, 3 semaines, on va dire, il va falloir réagir extrêmement vite et je dirais qu'il va y avoir beaucoup de sociétés qui probablement ne survivront pas parce que elles ont eu 2 mois sans chiffre d'affaires, par exemple, et que toutes les sociétés vont être dans la difficulté, dans la reprise, et que pour reprendre au mieux, celles finalement qui vont être favorisées, ça va être celles qui seront les plus agiles, les plus rapides à s'adapter, à comprendre les nouvelles opportunités. Et en effet, quand un grand groupe a travaillé avec une start-up, il a appris quelque part cette agilité qui est absolument intrinsèque à la start-up. Hein. Une start-up, par définition ou presque, elle est agile, rapide sur la balle, sinon elle ne tient pas très très longtemps. Alors on peut croire que les grands groupes n'auront pas de difficultés à la reprise. Je pense que ce n'est pas tout à fait exact. On voit par exemple l'exemple d'Air France qui pourtant, toute grosse société qu'elle était,
a eu besoin d'un prêt du gouvernement. On voit Airbus qui malgré son carnet d'affaires rempli pour des années, aussi est en situation difficile. Donc je crois que s'appuyer sur les partenariats et sur ce qu'on a pu apprendre de la réactivité et de la rapidité de réaction qui est nécessaire, ça va devenir encore plus vrai. Encore une fois, ce livre blanc, il avait mis le doigt sur les sujets les plus sensibles, et cette crise, en fait, ne fait que renforcer les messages, quoi. Donc, changer son mode de fonctionnement pour être plus rapide, plus vite, une réunion, une décision, ça doit être fait, ou ça devra être fait en quelques jours, à peine, si on veut vraiment s'adapter à ce qui va se passer. Absolument. Je prends une petite question juste avant de continuer, puisque là, elle traite de ce que tu viens de dire, enfin, elle pose la question sur ce que tu viens de dire. En fait, ce n'est pas vraiment lié à la technologie ni à l'IA, c'est l'adaptation. Le problème, c'est l'adaptation de l'entreprise à changer sa façon à son mindset, sa façon de manager. Et d'ailleurs, peut-être que cette crise va révéler que les grands groupes, les startups ont besoin de travailler plus ensemble pour justement utiliser l'agilité dont tu parlais. Mais ce n'est pas tant la technologie, elle est là, la technologie. C'est plus la mentalité, je dirais, des entreprises. Il y a la mentalité, c'est indispensable. Ce qu'il y a, c'est que les gens qui ont fait de l'IA, qui se sont posé les questions d'adapter leur process, en fait, profitent du fait que l'IA leur permet d'anticiper. Et quand on anticipe, on peut s'adapter plus rapidement, je pense. Être en mode proactif, ça permet d'être plus agile que d'être en mode purement réactif. Et donc, je crois que l'IA, en fait, les gens qui ont commencé à travailler et à déployer des solutions IA se sont déjà posés ces problèmes de modification des process, d'adaptation, d'anticipation, parce que ça donne des capacités prédictives, tout simplement. Donc, c'est un mindset, mais l'IA te pousse dans ton retranchement pour te mettre dans le bon mindset quelque part. J'ajouterais peut-être un mot pour répondre à cette question. En effet, initialement, on était parti sur les solutions et on arrive sur les modes de fonctionnement. Mais c'est exactement en écho avec ce que vous dites. C'est qu'on part pour aller chercher une compétence et finalement, on s'aperçoit que si on ne change pas notre mode de fonctionnement, on ne pourra pas utiliser cette technologie. Bah oui, tout à fait. Je pense que l'IA, ça apporte on dit toujours que c'est disruptif. En effet, c'est disruptif parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait, hein, ça pousse dans les retranchements. Si vous voulez pouvoir déployer une IA efficace, vous allez devoir vous interroger sur plein de choses. Comment est-ce que mes processus habituels vont devoir être modifiés? Comment est-ce que mes grilles RH vont devoir être modifiées? Comment est-ce que mes formations vont devoir être modifiées? Tous ces sujets-là, ça fait en fait des sujets qu'on travaille, nous, dans nos groupes de travail au Hub, et on voit que les entreprises, dans des secteurs extrêmement différents, ont tous ces problématiques-là. Donc, ça a des impacts sur beaucoup de choses. Et là, avec la crise, tous ces problèmes, en fait, arrivent encore plus rapidement que ce qu'on imaginait, quoi. Michael, tu veux continuer? Bon, alors évidemment, ça pose la question de l'organisation du travail. D'ailleurs, dans le groupe du Hub Francia et dans ton groupe RH aussi, enfin dans le groupe expérience client et dans le groupe RH, on va traiter des nouveaux métiers qui vont apparaître, mais aussi des nouvelles compétences et de l'évolution des métiers qu'on a actuellement. Est-ce qu'on va aller vers des téléconseillers augmentés dont tu parlais? Le mot augmenté est un peu réducteur. Oui, hybride, oui. On préfère dire hybride, mais bon. Hybride, voilà. C'est un peu la même idée, oui. Oui, ça veut dire qu'il va falloir mener des conduites de changement dans toutes nos entreprises. Alors peut-être absolument, oui. On te laisse finir, puis on reviendra sur ces questions après. Oui, bien sûr, mais c'est dans le prolongement de notre discussion, parce qu'en effet, quand on parle de solution, on va chercher une solution. On s'aperçoit que finalement, il faut travailler de manière différente pour pouvoir réussir cette transformation. Mais on s'aperçoit aussi que quand on mène ce genre de projet, on ne sait jamais où cela va nous amener. On a un objectif précis au début, on a un objectif souvent financier même au début, ou peut-être un objectif pour améliorer l'expérience délivrée. Et on s'aperçoit, en tout cas
c'est les retours d'expérience qui nous permettent d'affirmer ça. C'est que à chaque fois, le résultat a dépassé les attentes. Et c'est, je pense, peut-être une des particularités de l'IA. Ça veut dire que on sait quand est-ce qu'on commence, on sait pourquoi on commence, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on va obtenir à la fin. Et là, on voit que dans les projets, en tout cas, qui ont été cités, on est allé au-delà du cadre. Je cite une collaboration ici entre Coyote et Proxem, où on voit qu'on voulait récolter sur un périmètre restreint des données clients. Et en fait, on s'aperçoit que on peut récolter des données clients sur un périmètre beaucoup plus large, interne et externe, qui permet de donner beaucoup plus de valeur à la donnée analysée. Mais encore, et un autre type de dépassement du cadre, comme on l'a appelé, avec la collaboration entre Christian Dorel et Méon, où là, c'était une volonté qu'on a perçue aussi par ailleurs de reconnaissance des intentions clients pour router correctement les requêtes vers le bon agent. Et on voit finalement que de mettre le doigt dans ce genre de transformation va nous amener en fait à une plus large transformation qu'on avait anticipée au départ, non seulement en ayant accès à la technologie, mais aussi en ayant accès à ces compétences-là, où on voit des yeux qui vont arriver différents des nôtres et qui vont voir des opportunités et qui vont permettre aussi donc d'élargir et d'approfondir, d'enrichir cette transformation. Oui, je dirais que ça, c'est vraiment un point très important. Je pilote un projet qui s'appelle PAC-IA pour la région, où on accompagne justement des PME dans leur d'IA. Et ce qu'on voit, c'est un peu toujours la même histoire. C'est-à-dire que très, très souvent, dans 90% des cas au moins, le premier projet d'IA dans une entreprise, ça va être un projet, disons, pour aller vite, de réduction des coûts. C'est-à-dire, je mets en place quelque chose qui va me permettre une réduction des coûts, donc un impact immédiat sur la bottom line. Donc, on y va, on en fait un premier. Puis petit à petit, on va passer tous les coûts à la paille de fer, donc la situation de facto va s'améliorer. Et puis après, on va passer aux choses vraiment importantes, c'est-à-dire, en fait, on se rend compte assez rapidement que l'IA va permettre de concevoir de nouveaux services, de nouveaux produits. Et c'est là qu'en fait, la valeur de l'IA va être vraiment intéressante. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez maîtrisé, vous avez fait vos jambes, on va dire, sur les projets de réduction des coûts, vous avez compris la mécanique, vous avez embauché les bons profils, vous avez mis en place les bonnes infrastructures, les bons logiciels, etc., etc. Bon, donc maintenant, ça y est, vous maîtrisez le truc. Alors là, il faut se lâcher, quoi. Il faut se lâcher, il faut inventer des nouvelles choses. Et c'est là, en fait, la valeur de l'IA. La valeur de l'IA, c'est ce que tu appelles très justement le dépassement du cadre. J'avais un cadre initial où j'avais mes produits, mes services qui étaient comme une vitesse. Je les optimise au début pour qu'ils coûtent moins cher, pour que, bon. Et puis après, alors là, sky is the limit, c'est-à-dire qu'on va pouvoir progressivement inventer des nouveaux services, les déployer en exploitant toujours cette technologie qui, pour l'instant, n'a pas vraiment montré ses limites, quoi. On y va. Et c'est ce passage-là qui va en fait vraiment être très, très important, je crois, pour augmenter la compétitivité des entreprises qui vont faire de l'IA. C'est un long voyage. Peut-être on peut y aller par itération de 3 mois et débouler des projets. On sait bien qu'inventer un nouveau service, le concevoir, le fabriquer, le tester avec ses clients, le déployer, c'est dur, mais c'est là que la valeur va se trouver. Et c'est là que vous allez avoir un vrai avantage par rapport à vos concurrents. Alors François, juste, on a une question qui va te passionner. Je ne sais pas si tu l'as vu en même temps que moi. Donc, moi, je ne vois pas de question, moi, je ne vois rien. Bon, alors, le problème n'est pas tant la relation entre entreprise et start-up, c'est Raphaël Collat qui nous la pose, on le connaît. Mais c'est le pilotage des écosystèmes en territoire, donc on partira des territoires pour justement mettre en commun des données. On le verra sûrement jeudi avec l'intervention qu'on va avoir du président des SAMU de France, qui nous parlera justement du partage des données et de tout l'écosystème au service des Français. Mais c'est bien ta volonté, et toi, c'est de dire qu'il faut qu'on crée des plateformes françaises, européennes, partagées pour mettre en commun des données dans le respect, évidemment, des règles de protection des données personnelles, pour éviter que les GAFAM, bon, ils ne nous écoutent pas les GAFAM, pour éviter que les GAFAM puissent justement absorber ces données. Donc c'est au-delà des relations grands groupes start-up,
c'est mettre en place des écosystèmes pour partager ces données. C'est important. Oui, alors ça, c'est, comme tu dis, c'est une question chère à mon cœur. Les GAFAM nous entendent aussi probablement. J'ai même aussi tendance à penser que les Chinois m'entendent également, mais ils ont un peu plus de mal avec le français, donc bon, ça va. Oui, je crois que c'est très important. Bon, je travaille pour le Hub Francilia, donc c'est pas un miracle, c'est que je crois très profondément à la valeur des écosystèmes. Aujourd'hui, on a pris conscience, je crois, d'un fait évident, c'est qu'on est petit, la France c'est petit, l'Europe, même l'Europe c'est petit, en face d'une part des Américains et d'autre part des Chinois. Et donc, si on est petit, si une entreprise est petite toute seule, alors il faut se mettre à plusieurs, il faut se regrouper à plusieurs. Donc, par exemple, au Hub, on a favorisé le rapprochement de certains de nos membres pour monter des plateformes de partage de données. L'exemple typique, c'est le Voice Lab, qui doit avoir une vingtaine de participants. Toutes les entreprises qui font de la reconnaissance de la langue, ce qu'on appelle le speech to text, donc qui reconnaissent la parole pour la transmettre en texte, sur lequel ensuite on peut travailler. Toutes ces entreprises-là ont le même problème, c'est qu'il existe énormément de jeux de données en anglais, mais très peu en français. Et donc, si vous voulez fabriquer des systèmes d'intelligence artificielle, pour les entraîner, vous n'avez pas assez de données. Toutes ces entreprises se mettent ensemble et elles constituent une plateforme sur laquelle elles vont poser des données. Donc, le partage des données, ça devient une façon d'être plus forts tous ensemble. Ça pose évidemment tout un tas de questions, c'est-à-dire que, par exemple, la question de la protection des données, je peux imaginer qu'une banque A et une banque B aient intérêt à partager leurs données pour faire des modèles plus efficaces. Parce qu'en général, en IA, les modèles, plus ils ont de données, mieux ça marche. Mais par contre, la banque A ne veut pas que la banque B lise en clair ces données et vice-versa. Donc, on peut imaginer des mécaniques de cryptage des données dans lesquelles chacun des deux pourra fabriquer son modèle sur l'ensemble des données, mais ne pourra voir en clair que ses données à lui et pas les données de l'autre. Donc, il y a tout un tas de problèmes qui se posent autour du partage de données. Il n'empêche que je pense que le partage de données est une nécessité absolue, puisque aucune entreprise aujourd'hui n'a vraiment toutes les données, sauf les GAFAM et les Chinois, qu'on voit très peu en France, mais qui pourtant ont des données, des ensembles de données qui sont au moins équivalents, voire plus importants que les données des Américains. Donc le partage des données, c'est critique, c'est un élément fondamental pour les écosystèmes. À ça se lie aussi la question des plateformes techniques. Les GAFAM, Google par exemple, a réussi en fait son coup, hein, et j'emploie le mot, son coup de force, on va dire, pour prendre nos données, tout simplement parce qu'en même temps, ils ont développé, mis en place leur propre plateforme. Ensuite, ils mettent en open source les logiciels qu'ils ont développés. Ensuite, c'est-à-dire qu'on n'a jamais la dernière version, on a la version qui a 1 an, 2 ans, etc. Donc, je pense que les données, les plateformes, les écosystèmes, ça, c'est le thème des années à venir en IA, clairement. Yes. Merci, Mickaël. On termine la présentation de l'étude. On va conclure. Ouais. Encore quelques questions. Hein. On va conclure très rapidement avec juste voilà, trois bonnes pratiques qui ont été identifiées pour garantir le succès des projets. Le premier, c'était unanime, c'était il ne faut pas aller choisir une solution, il faut d'abord aller chercher une équipe, parce que comme on vous le disait, ce n'est pas la solution qui va se mettre en place qui va créer la valeur, mais c'est l'équipe avec sa solution, ses compétences et avec son regard sur l'activité qui va permettre non seulement de répondre aux attentes, mais d'aller au-delà. Ensuite, c'est de définir les attentes en termes de business avant le début du projet pour avoir un cadre commun, pour avoir un chemin de fer sur le projet, même si après, on pourra s'en écarter. Et ensuite, et justement, je pense que ça répond aussi à ce qu'on a dit, c'est d'ouvrir continuellement de nouvelles perspectives parce que quand on commence un projet, on a des raisons, on a des objectifs, on les atteint, mais on va, et c'est ce qu'on a observé, toujours plus loin. Donc, je reviens en fait au premier message qu'on avait partagé, c'est d'abord se lancer et ensuite
récolter les fruits des projets lancés. Et quitte à parfois à rencontrer des projets avec un peu moins de succès. Mais à la fin, on voit que ça fonctionne. Oui, oui, je crois, Michael, que tu as mis au centre la question centrale, c'est-à-dire que moi je dis toujours aux gens aux entreprises avec qui je parle et qui pensent à mettre en œuvre des projets IA, la vraie question, la bonne question, c'est qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que l'IA va vous apporter? Si l'IA, en termes de business, qu'est-ce que cette chose-là que vous concevez, que vous apportez? Faire des projets IA sans avoir posé cette question-là, on court droit à l'échec. C'est-à-dire, on ouvre son tiroir, on met la solution IA dedans et on ferme le tiroir, ça ne sert à rien. Donc vraiment, cette question-là, elle est absolument critique. Enfin, ça a l'air d'être l'évidence et pourtant, il y a plein de gens qui se lancent, qui font des POC, comme on dit, des POC qui n'amènent à rien du tout et qui, en fait, font dépenser des énergies, des efforts, du temps avec aucun résultat valable. Donc ça, c'est central, vraiment, vraiment critique, quoi. Qu'est-ce que j'y gagne? Ouais. Alors l'équipe, ça c'est aussi avec qui je travaille. Est-ce que je travaille avec quelqu'un de sympathique, avec qui je peux m'entendre, avec qui je peux discuter, faire évoluer même mes opinions, mes envies, voilà. Ou bien est-ce que je pars avec une société qui en fait a juste ouvert un cahier d'avenants et qui a envie de rajouter des avenants. En fait, c'est la question, je pense, fondamentale. On choisit les gens avec qui on travaille, d'abord, bien sûr, après la solution, sans doute. Mais j'ai jamais vu un projet IA planté pour un problème technique. C'est pas là que ça se plante, les projets IA. Jamais. Ça se plante parce qu'il n'y avait pas d'objectif business clair. Ça se plante parce qu'on a pris des équipes qui n'ont pas appris à travailler ensemble. Ça se plante parce qu'on avait des expectatives complètement délirantes. On pensait que ça allait révolutionner le monde. Non, ça ne révolutionne pas le monde. Ça apporte des avantages, mais ça ne révolutionne pas tout. Donc, ces sujets-là, voilà, c'est les vrais sujets, quoi. Il ne faut pas s'arrêter, il faut commencer, il faut ne pas s'arrêter, mais il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que j'y gagne? Voilà. Bon, on a reçu un flot de questions. Donc, je sais pas, Michael, tu veux terminer? Je vous les pose après. Alors oui, peut-être un dernier mot. Je ne crois pas que ça a apparu dans les slides, mais on a écrit aussi dans les partages d'expérience, c'est le fait que c'est pas seulement des projets qui ont été menés, mais c'est des partenariats qui ont été faits. Donc quand on intitule sur quelle startup compter, on aurait pu dire aussi sur quelle équipe, avec quel est le partenaire idéal. Parce qu'on voit qu'en fait la valeur, elle ne sort non pas après seulement quelques mois de projets de travail en commun, mais après même plusieurs années. On voit en fait certaines startups qui, aux côtés de grands groupes, ont grandi, se sont concentrés au début sur leur brique principale de solutions, et ensuite ont grandi aux côtés du grand groupe, et c'est celles-là qui ont connu ensuite le plus grand succès, et c'est ces partenariats-là qui ont le plus fonctionné. Donc il faut aussi, je pense, avoir aussi cette vue long terme sur le partenariat. Il y a une question, moi, que j'ai envie de prendre, je peux, Eric? Oui, bien sûr, prends-la. Il y a une question de quelqu'un qui dit « Croyez-vous à une démarche viable sans sponsor au niveau du COMEX, voire en général ?» Même pas en rêve. Vous plaisantez. Sûrement pas, jamais, surtout pas. Il faut absolument un support très haut niveau au début. Une fois que la mécanique est enclenchée, il y a les relais qui se seront constitués, mais il faut vraiment qu'au début, ce soit impulsé par le COMEX et la direction générale. Et souvent, ce n'est pas du gâteau, parce que ce n'est pas des gens forcément qui ont bien compris le film au début. Donc, moi, j'ai fait un certain nombre de séminaires dans les COMEX. Des fois, on dit diable, on part de loin, mais oui, c'est fondamental, ça. Alors, justement, il y avait une question en haut que tu as peut-être ratée, c'est comment j'arrive à former le COMEX à cette technologie? Parce que toi, tu le fais, en plus, tu as mis en place des MOOC justement pour essayer d'éduquer. Comment est-ce qu'on peut apprendre, je ne sais pas, l'algorithme, est-ce qu'on peut essayer d'expliquer facilement l'intelligence artificielle
Et le démystifier, parce que derrière ce terme, on entend tout. Toi, tu me dis, ça fait 50 ans qu'on parle d'informatique, quoi, c'est tout. C'est pas. Bah oui, c'est pas. Alors moi, je l'ai pas vu passer celle-là. Là, je l'ai ratée. Comment est-ce qu'on, de façon plus générale, comment est-ce qu'on forme? Pas seulement le COMEX, mais comment on voit qu'il faut former le COMEX avec un certain type de discours. Bien entendu, il ne s'agit pas de leur expliquer les algorithmes. On s'en fiche complètement des algorithmes. Souvent, les gens ont dit l'IA c'est des maths, ce qui est la plus grosse erreur que j'ai jamais entendue. L'IA c'est tout sauf des maths. Je crois que au niveau COMEX, il faut que le formateur arrive à faire passer un message qui est l'IA, c'est une technologie, mais on s'en fiche, c'est pas la technologie vraiment qui importe, c'est que c'est porteur de transformation avec des impacts sur toutes les dimensions de l'entreprise. Il va y avoir des impacts sur le système d'information, donc pour l'informatique, il va y avoir des impacts sur le travail, les emplois, donc par exemple le parcours des personnels, donc avec un impact sur la grille RH, donc les rémunérations aussi. Il va y avoir des impacts sur l'organisation du travail, donc toutes les business units vont devoir modifier leur façon de travailler. Il va y avoir des impacts sur la collaboration, c'est-à-dire que l'IA, de façon fondamentale, il y a un truc qu'on hait quand on fait de l'IA, c'est les silos. C'est les entreprises dans lesquelles on est organisé bien en silos qui ne se causent pas, ça c'est la mort pour l'IA. Donc quand l'IA arrive, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de casser tout ça. Donc ça, c'est le genre de message qu'on doit passer à un COMEX. Maintenant, une autre problématique, ça va être les milliers, enfin dans les grands groupes, les milliers, voire les dizaines de milliers de personnes qui vont devoir non pas être des experts en IA, mais qui vont devoir apprendre à travailler avec de l'IA, apprendre comment ça va se passer. Alors tous les messages terrifiants qui disent « oh là, ça va supprimer les emplois », nous, c'est pas ça qu'on voit. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ça oblige à transformer les emplois, ça oui, et ça demande une certaine acculturation, plus qu'une formation, j'ai envie de dire, une acculturation à l'IA. Et donc, par exemple, on a travaillé avec l'Institut Montaigne là, qui a sorti une formation IA qui s'appelle Objectif IA, en 6 heures pour tout le monde, un espèce de MOOC, si vous voulez. Vous pouvez faire ça en 5-6 heures, en gros. Un espèce de MOOC, en fait, qui va vous montrer ce que c'est que l'IA et ce que c'est pas l'IA. Donc ça, c'est tout le monde qui devrait faire ça, logiquement. Le but, c'est qu'il y ait des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui le suivent. Et donc, au web, on met en place des webinaires qui vont accompagner les gens qui suivent ce MOOC pour, chapitre après chapitre, répondre aux questions et rebondir. Donc, comment on forme il y a une chose qui est facile à faire, et je crois que j'avais déjà dit ça à une des réunions, là, juste avant qu'on ferme. Il y a une chose qui est relativement facile, c'est de faire des formations master data science très pointues. Hein, si je suis l'école polytechnique, crac, j'installe un truc pendant 1 an, et puis voilà, et j'y vais, et je développe les cours. Ça, c'est facile. Je vais en former quoi 1000, 2000 des data scientists pointus. On en a besoin de ces gars-là. Mais par contre, former des centaines de milliers de personnes qui vont devoir apprendre un peu ce que c'est que l'IA pour pouvoir travailler autrement, ça, c'est énorme, quoi. C'est un chantier absolument massif. Et sans ça, on aura beaucoup de mal. Moi, je dis, c'est la recette de l'éclair au café. Vous connaissez la recette de l'éclair au café? L'éclair, par exemple, le chef de projet, c'est l'éclair. Et chef de projet IA, c'est quoi? C'est l'éclair sur lequel j'ai mis une petite couche de glaçage café. Ça, c'est l'IA. Comment je fais pour former tout le monde pour qu'il devienne un éclair au café avec un bon glaçage, de façon à ce qu'ils comprennent que voilà, c'est ce truc-là, ça marche, et puis on ne va pas en faire un fromage, quoi. Ça, c'est des personnes à former. Et on n'a pas... C'est le cas de le dire. Surtout quand c'est toi qui a formé Yann Lequin, on comprend. Ouais, un petit peu quand même. L'éclair au café. Alors justement, il y avait des questions sur la formation. Alors au-delà de la formation, quelle équipe idéale mettre en place pour accélérer l'adoption de l'IA? Il y avait une autre question un peu plus haut sur est-ce que justement pour implémenter des solutions IA dans un grand groupe, il n'y a pas trop de freins au niveau des équipes globales et locales? C'est vrai que tu parlais de silos tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas des confusions entre l'IA et le RPA? Voilà, donc il
Il y a plein de questions qui nous arrivent au fil de l'eau. Je ne sais pas si vous voulez y répondre et on coupe nos micros quand on ne parle pas. Vous voulez que j'apprenne celle-là, Mickaël? Tu veux la prendre, Mickaël, ou tu veux que j'apprenne? Alors laquelle? Parce qu'il y en a 3 qui ont été citées. Si vous me faites parler d'IA, de formation, là, je parle pendant 15 ans. Je crois que je vais vous poser une question que les PME me posent quand elles dans le pack IA. Elles me disent, bon d'accord, je vois bien, je fais le pack IA avec un prestataire extérieur, très pointu, très machin, bon, il m'aide à faire mon premier projet. Maintenant, si je veux en faire d'autres, donc Mickaël, ton slide, on voit bien qu'il faut continuer après, si je veux en faire d'autres, alors il faut que je recrute des data scientists. D'accord? Donc, ces fameux qui sont formés par tous les grands masters polytechniques et autres, bon, très bien. Et moi, je dis non. Je pense, dans les PME, hein, je dis bien, dans les PME et presque dans les ETI, je ne pense pas qu'on puisse ou qu'on doive mettre en place une équipe, idéalement en recrutant des profils très pointus à l'extérieur. Personnellement, je dis, regardez parmi vous, dans les gens qui travaillent chez vous, parmi vos collaborateurs, ceux qui ont la sensibilité à ces choses-là, ceux qui ont la sensibilité à la donnée, ceux que vous allez pouvoir upskiller. Ceux-là, ils connaissent votre métier, ils connaissent vos façons de travailler, ils connaissent les points où vous avez des difficultés, où vous avez tâché de les upskiller, de les aider à se former, enfin, s'ils veulent, parce que s'ils ne veulent pas, alors ils ne sont pas des bons candidats, mais vous allez trouver des gens qui ont très envie d'apprendre, qui ont très envie, en fait, de faire évoluer leurs propres compétences. C'est ça l'équipe idéale. Prenez-en chez vous, aidez-les à grandir, entre guillemets, et après, vous pourrez vous payer éventuellement un data scientist. Si vous faites le contraire, vous allez embaucher un data scientist, il va regarder comment ça se passe chez vous, il va se tirer, parce qu'en fait, il n'y a personne à qui causer, parce qu'il n'y a personne qui a encore les compétences IA. Donc, l'équipe idéale, c'est vous, d'abord. Et j'ajouterai un mot peut-être aussi pour répondre à une autre question sur la confusion entre IA et RPA. Oui, bien sûr qu'il y a de la confusion, mais bon, il y a quand même beaucoup de contenu à disposition. Et je répondrai aussi avec le mot de confiance, parce que on a justement des dirigeants comme des fondateurs de start-up qui ont créé un lien de confiance pour aller au-delà de ces confusions-là, et des fondateurs de start-up qui ont justement non seulement un rôle d'apporter de la technologie, mais aussi d'apporter de la pédagogie. Et ça prend le temps que ça prend, mais en tout cas, la start-up permet donc d'apporter de la transformation au travers de sa technologie, mais aussi au travers de sa pédagogie. Et on a vu, vous verrez, dans les partages d'expérience, c'est assez important, en tout cas, ça saute aux yeux, le fait que la confiance est le mot-clé de la réussite du projet. Et la confiance, elle revient finalement, Françoise, peut-être pour rebondir, sur plusieurs axes dans l'IA. Il y a la confiance dans les données, il y a la confiance dans l'équipe, et c'est peut-être un peu ce dont on a besoin maintenant. Tout à fait. On va en avoir encore plus besoin, j'ai envie de dire. Oui. Françoise, est-ce que tu peux reciter le nom du MOOC là? Beaucoup de gens le demandent. Ils vont s'inscrire. Oui, alors si vous tapez… En fait, bon, l'histoire, c'est la Finlande a sorti un premier MOOC, dont je ne veux pas donner le nom, sinon ça troublerait tout, en fait, avec un objectif de former 2% de leur population. Ce qu'ils ont atteint très rapidement, en fait. Et du coup, un certain nombre de gens se sont intéressés à ça. Et donc, l'Institut Montaigne a conçu, avec un conseil scientifique, et on en fait partie, hein, a conçu une formation donc, qui s'appelle Objectif IA. Donc, si vous tapez Objectif IA Institut Montaigne, bah, pouf, vous tombez dessus. Donc, il est mis à disposition, mais je t'enverrai le lien, évidemment, Eric. Il est mis à disposition par Open Classroom en mode gratuit, en fait. Donc, c'est une formation qui est organisée en 3 chapitres, si mes souvenirs sont bons. En gros, c'est quoi l'IA, c'est quoi les mythes, c'est quoi les réalités, comment ça a un impact sur votre vie personnelle. Et puis, à la fin, un petit zoom sur technique, j'ose pas dire technique, mais enfin un petit peu plus sur les réseaux de neurones, comment ça marche et qu'est-ce que c'est. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on peut suivre pas à pas, qui est complètement simple, dans un langage, il n'y a pas de maths du tout, 0 maths, et ça permet, en fait, les dernières statistiques, il y a 12 000 personnes qui sont inscrites quand même,
Là où on n'est pas content, c'est qu'il y en a seulement 2000 qui ont fini, ce qui est énorme pour un MOOC, hein, le taux de finissage, je ne sais pas comment on peut dire ça, de finitude, donc comment on dit ça, le taux de ceux qui ont fini le MOOC, c'est 2000 sur 12 000. Moi, ça ne me paraît pas suffisant, mais pour un MOOC, c'est déjà énorme. Et donc là, on a une initiative avec des webinars où on va essayer de relancer pour que les gens continuent. Donc le but, c'est en effet qu'il y ait 3% des Français qui suivent ce truc-là. Objectif IA, Institut Montaigne. Merci Françoise. On a un petit peu dérivé. Je prends juste une dernière question qui me paraît importante sur les données. Est-ce que les Français, puisque là c'est la question qui pose surtout sur les données de santé, sommes-nous d'accord pour les céder pour améliorer notre vie quotidienne, pour améliorer l'expérience client, mais aussi notre vie quotidienne? Je crois qu'il y a un groupe éthique qui est piloté par Laurence de Villers qui travaille sur ces thèmes, mais sans données, pas d'IA, quoi. Mickaël, tu veux la prendre celle-là? Elle est dangereuse. Elle est très chaude. Il y a quelque chose qui ressort aussi de l'étude, c'est que les startups citées sont des startups françaises. Oui. Et je pense que c'est important. Donc, il faut pas croire que tous les talents ont déjà fui. Je pense qu'il en reste encore en France. Je pense qu'on a la capacité de valoriser nos données en France avec des talents français. Donc, je vous renvoie à la cartographie, mais on a vraiment des talents. D'ailleurs, beaucoup d'initiatives qui ont été lancées pendant la période grâce à des startups françaises. Elles sont disponibles, elles sont à votre disposition. Donc, je ne pense pas que de peser le poids entre lâcher ces données, laisser ces données s'échapper pour pouvoir les valoriser ou les garder et ne pas les valoriser. Je ne pense pas que ce soit ça l'arbitrage qui est devant nous. On peut les garder et on peut les valoriser à la fois. On a les bonnes personnes, voilà, il faut bien s'entourer et faire les bons partenariats. Je serai pour cette réponse. Absolument, tout à fait. Alors moi j'ai envie de dire, nos données de santé, pour ne pas les nommer, à Google, à Apple, à Palantir, à tous ces gens-là, jamais, même pas en rêve. Enfin, c'est scandaleux d'imaginer ça. Ça veut dire qu'on a abandonné les données personnelles et que maintenant, on donnerait accès à nos données de santé. Enfin, non, c'est pas possible. Comme tu le dis très justement, Mickaël, on a plein d'entreprises en France, plein de startups qui ont tout à fait capacité à traiter ces données, en faire quelque chose. Donc, par exemple, Elf Data Hub a envisagé de mettre ces données sur Microsoft. Moi, je suis choquée complètement. Palantir a fait des propositions à la PHP pour prendre, non pas pour prendre, pardon, pour accueillir les données et donner tous les services nécessaires accompagnant les déconfinements. L'Allemagne a accepté l'offre de Palantir, les États-Unis évidemment, l'Angleterre a accepté également. À ma connaissance, la France a dit non. Et je dis, il faut dire non. Ces données-là, c'est la santé des Français. Moi, je trouve tout à fait normal que la sécurité sociale ait mes données. Je n'ai jamais signé pour que mes données aillent chez Palantir, société américaine, qui a des liens avec la CIA et qui donc est soumise au Cloud Act, c'est-à-dire que si M. Trump décide qu'il veut voir mes données, il peut le faire. Jamais. Il faut se rendre compte que donner ces données, ça dépend à qui. Moi, je les donne à la sécurité sociale, à la PHP quand je vais dans un hôpital, je ne les donne pas à une puissance étrangère, quelle qu'elle soit. Donc, il faut comprendre cette première chose-là, c'est qu'on est dans un pays où on a toutes les ressources technologiques pour faire. On n'a souvent pas le courage, quand on est un grand groupe ou quand on est l'État, de signer avec des petits au lieu de signer avec des gros. C'est beaucoup plus facile de signer avec des gros. Mais comme le livre blanc le montre très bien, quand un grand groupe travaille avec un petit, il peut faire des choses remarquables. Donc, donnons nos données, mais en posant la question à qui, pourquoi faire et combien de temps. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Françoise Soulier. Je rappelle que tu es conseiller scientifique du Hub FranceIA. Et merci Mickaël Bokokza également, qui est lui consultant chez PMP. PMP est membre de la FRC. Donc on vous renvoie sur le livre blanc fabuleux qui a été créé ensemble. Vous l'avez sur le site internet de la FRC
en mode bien sûr PDF et il est en version papier, mais ça va être un petit peu difficile pour vous l'envoyer en ce moment. Okay. Une autre version va sortir, hein, donc Michael, on n'a pas fini nos travaux. On va continuer de vous passer des enquêtes pour voir encore comment justement les startups travaillent avec les grands groupes et les grands groupes avec les startups pour améliorer l'expérience client et la vie des Français. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous pour Je propose, Eric, Françoise. Eric, je propose que vous rajoutiez à votre sujet un sujet qui me tient à cœur, comment les startups travaillent avec des PME ETI. Ah oui, c'est un bon point. Les PME ETI ont grand besoin de ça. Dieu sait s'il y en a aussi à la FRC. Donc, rendez-vous au prochain webinaire. On va vous passer un petit questionnaire juste après pour voir si ce webinaire vous a plu. Mais comme on a complètement dérivé, je pense que oui, il y a eu énormément de questions. Ne manquez pas l'adaptation du SAMU. On a le président des SAMU de France qui sera en ligne avec nous jeudi 30 avril de 11h à 11h45. Et puis la semaine prochaine pour présenter un autre livre, Expérience client, qui a été fait aussi avec la FRC. Merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée, portez-vous bien et prenez soin de vous. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.